Bonsoir à tous, c'est à présent un rendez-vous régulier que je vous propose avec Nathaniel Drey du cabinet d'expertise comptable Drey & Drey. Aujourd'hui, j'avais envie de vous poser les questions liées souvent à des mauvaises croyances de la part des Olim Hadashim, mais pas que. Alors les règles du jeu sont simples, je pose sur la table des vérités toutes faites et Nathaniel me dit vrai ou faux et nous explique pourquoi. Bonsoir Nathaniel. Bonsoir Yoram. Est-ce que on est OK sur le principe ? Sur le principe, c'est bon. L'idée derrière, c'est justement parce que souvent par manque d'information ou parce que tout simplement on croit qu'on sait, mais en fait on sait mal. On est beaucoup, on se compte tous dans l'eau. On est beaucoup à pratiquer parfois notre gestion et notre administratif un peu de manière personnalisée, on va dire. Et en fait parfois on fait des erreurs et des choses qui pourraient nous mettre en difficulté. Voilà, on écoute souvent les on-dit. Bon, alors justement, on y va. Alors, on commence par la première vérité ou contre-vérité à voir. Il faut arrêter de croire que vous avez le droit de ne pas payer d'impôts pendant 10 ans lorsque vous êtes Olé Hadash. Oui, ça c'est un des principes fondamentaux de la Alia. C'est que, à tort, souvent les gens vont penser qu'en devenant Olé Hadash, pendant 10 ans, ils vont oublier ce que ça veut dire le fait de payer des impôts sur leurs revenus. Et c'est un tort parce que il y a effectivement certaines possibilités, on va l'aborder un petit peu plus en détail dans le cours de cette interview, mais il faut vraiment faire attention et ne surtout pas penser qu'on gagne 10 ans d'impôts un peu partout et qu'on ne doit absolument plus rien payer nulle part. Voilà. Alors ça se passe comment? Alors parce que effectivement beaucoup pensent que pendant 10 ans ils sont tranquilles, c'est un cadeau et voilà, mais en fait comment ça se passe? En fait, ce qui induit les gens en erreur, pour rentrer un tout petit peu dans le côté technique, c'est qu'il y a deux articles, l'article 14 et l'article 97 du Code général des impôts en Israël, qui sont les articles qui vont concerner directement la fiscalité pour les nouveaux immigrants, pour les Olim Hadashim. Et dans ces deux articles, on a noté de manière très claire que les revenus d'un Olé Hadash qui proviennent d'une activité réalisée à l'étranger ou bien qui proviennent de biens, en français on appelle ça d'actifs, qui sont placés et situés à l'étranger, alors ces revenus sont exonérés d'impôts et même on ne doit pas les déclarer en Israël. Voilà, ça c'est ce que va dire l'article 14, ce que vont dire l'article 14 et l'article 97. Dans les grandes lignes, ces articles vont permettre à un Olé Hadash de pouvoir faire sa alia. Et si je prends un exemple très simple, ça va nous permettre de suivre un petit peu le cours de cette interview. Je prends l'exemple d'un dentiste qui a son cabinet dans Paris 16e, qui a envie de faire sa alia. Il garde son cabinet actif parce qu'il a sa patientèle et parce que ça lui permet de générer un revenu assez confortable. Le travail qu'il va réaliser quand il se déplace dans son cabinet et qu'il va recevoir sa patientèle, effectivement, ce travail est fourni et produit à Paris. Donc, pendant 10 ans, il ne doit pas compléter d'impôts en Israël. Par contre, si, en parallèle de ce cabinet, il ouvre un nouveau cabinet à Tel Aviv et qu'il va recevoir des patients à Tel Aviv, la partie du travail qui va être réalisée en Israël est intégralement imposable sur le sol israélien. D'accord, donc en fait, il y a une double imposition, mais géographique en fait, selon le lieu. C'est pas une double imposition, c'est une imposition territoriale. Voilà, mais il paye des impôts en France sur son activité en France, il paye des impôts en Israël sur son activité en Israël. Voilà, ça c'est l'exemple le plus simple, c'est l'exemple, on va dire, facile, où il y a vraiment une présence physique de la personne, à la fois dans son cabinet quand il est à Paris, et dans sa clinique ou dans son cabinet quand il se trouve à Tel Aviv. Ça, c'est l'exemple le plus facile. Quand il est en France, il continue à payer avec sa société française. Quand il est en Israël, il doit payer, il doit ouvrir une structure en Israël et déclarer ses revenus en Israël. Est-ce que ce genre de permission fait qu'on se retrouve parfois avec des gens qui habitent en Israël, qui continuent à avoir une activité en France et qui profitent un petit peu de cette distance pour être un peu moins visible de la part de la fiscalité française et arrêtent de déclarer une partie de leurs revenus? Il faut dire qu'aujourd'hui, la digitalisation permet de réaliser
certains métiers un petit peu de partout. On n'est plus obligé d'avoir vraiment un bureau physique. On peut travailler parfaitement avec son ordinateur portable quand on est en vacances avec une connexion internet et parfois un téléphone, et ça suffit largement. Donc aujourd'hui, c'est vrai que à tort, il y a beaucoup de personnes qui travaillent depuis Israël, qui vont vraiment réaliser, notamment dans l'activité marketing, dans plein de métiers qui peuvent se faire, on va dire, à distance, et qui vont penser à tort, ils ont quitté la France, donc je ne déclare plus rien en France. Je travaille depuis Israël, mais je suis Olé Hadash, donc je ne déclare rien aussi en Israël. Et la vie est belle, la vie est merveilleuse, et il n'y a pas d'impôt. Voilà. Mais malheureusement, c'est pas possible. C'est pas le cas. Et donc faut arrêter de croire qu'on peut faire du business avec la France sans avoir rien à déclarer d'un côté comme de l'autre. Exactement. En étant très clair, on ne peut pas produire un travail depuis Israël et ne pas déclarer ce travail ni en France ni en Israël. Est-ce qu'il y a une activité des autorités fiscales justement qui s'attache à ce genre de travail justement parce que c'est un pays d'immigration, Israël, donc je suppose que ça concerne quand même ça doit représenter une certaine partie de la population, des personnes qui continuent à avoir une activité sur un sol étranger, pas que les Français d'ailleurs, mais et qui habitent en Israël, donc qui peut-être sont dans des zones un petit peu plus opaques à ce niveau-là. Est-ce que les autorités fiscales sont plus aguerries à trouver ce genre d'activité? Bien sûr, il y a une nouvelle unité qui s'est créée aux impôts de Tel Aviv. C'est une unité qui est là justement pour traquer les personnes qui ne sont pas dans leur filet, pour reprendre leur terme exact. C'est une unité qui va se baser sur plusieurs scénarios, sur plusieurs caractéristiques, certaines qui sont publiques, d'autres qui le sont moins. Et qui vont par exemple vérifier le nombre de déplacements à l'étranger. Je vais vous prendre un exemple qui est très facile. Si une personne ne voyage pas beaucoup, on va dire une semaine par mois, et puis il n'est pas salarié en Israël, il n'a pas d'activité en tant qu'indépendant en Israël, il n'a pas non plus de revenus immobiliers qui lui permettent d'encaisser des loyers, en bref, il n'a pas de source de revenus qui peuvent expliquer sa présence en Israël. Les impôts vont lui envoyer une sorte de préambule à un contrôle fiscal. Ils vont lui envoyer un formulaire en lui demandant de déclarer la source de ses revenus. En d'autres termes, ils vont lui dire « Je ne comprends pas comment tu vis. Tu es en Israël la plupart du temps. Tu dois déclarer tes revenus en Israël. Or, tu n'es pas salarié ici. Tu n'as pas de société ici. On veut recevoir des informations supplémentaires. » Ouais. Il y a une nouvelle unité qui a été créée exprès pour ça. Donc on a les experts à Tel Aviv, enfin en Israël, en matière fiscale, quoi. Là. Complètement. Et Israël, c'est le pays du high-tech, et les impôts, ils en profitent aussi. Ouais. Ok. Alors autre vérité peut-être, il faut arrêter de croire que vous pouvez facturer la TVA à une boîte française avec votre boîte française, mais que vous avez gardée, mais en ne la reversant pas parce que vous êtes domicilié en Israël. Complètement. Il faut savoir que si votre société française est encore active, elle doit répondre à la comptabilité d'une société française, comme toutes les autres sociétés françaises. Si vous voulez éviter de reverser la TVA, à ce moment-là, ce qu'il faut faire, c'est ouvrir une société en Israël. Vous allez facturer votre client hors taxe. Et si ça répond aux critères d'un service qui est produit en Israël et vendu à l'étranger, donc ça répond aux critères d'un export, si vous voulez, à ce moment-là, le taux de la TVA en Israël sera de 0%. Donc vous pouvez facturer votre client en France et ne pas reverser la TVA en Israël, parce que c'est une facture avec un taux à 0%. Et là aussi, il y a les autorités ont leur unité, pratiquent des croisements mais là, c'est plutôt de la France, je suppose. Disons que ça touche un petit peu plus à la France. Je sais qu'il y a une unité également qui est spécialisée sur le sol français. J'ai pas plus d'infos que ça à vous donner là-dessus. Je pratique pas en France, mais je sais que ça, c'est des pratiques qui sont assez courantes. Et c'est surtout en fait les flux bancaires qui sont très souvent analysés, qui vont permettre parfois de déceler une activité qui n'est pas logique, qui va interpeller un petit peu les autorités. Ok. Autre
vérité toute faite et à mon avis qui concerne de plus en plus de monde vu le succès de ces cartes. Il faut arrêter de croire que les transactions que vous faites par Revolut, N26 ou autres cartes virtuelles sont invisibles pour les autorités fiscales, qu'elles soient en Israël ou en France. Complètement. Il faut savoir que Revolut, N26 et toutes ces plateformes qui sont des plateformes très commodes, qui offrent des avantages assez conséquents. C'est des plateformes aujourd'hui qui sont dans le viseur, des plateformes qui sont contrôlées en France, qui doivent rendre des comptes. C'est des plateformes pour lesquelles on considère ça comme un compte bancaire classique. Donc si vous encaissez de l'argent sur ces plateformes-là, cet argent, il vous appartient dès lors qu'il atterrit sur cette plateforme. C'est pas un compte en dépôt sur lequel vous n'avez pas encore votre propriété. Ça vous appartient, comme si vous receviez de l'argent, on va dire sur un modèle un petit peu plus ancien, sur un compte PayPal ou sur une banque en ligne. Là, c'est exactement le cas. Ce sont des comptes bancaires et si vous recevez de l'argent dessus, les autorités peuvent le savoir assez facilement. D'accord. Alors et justement, je sais pas si c'est vrai ou pas, mais j'ai entendu que sur Revolut, par exemple, il y avait aujourd'hui c'était plus compliqué où il y avait une traçabilité qui était mise en place, qui faisait que certaines personnes de Revolut parfois étaient bloquées carrément parce que justement il y a ce cadre qui est en train de se mettre en place. Il faut savoir qu'aujourd'hui, vous avez tout à fait raison, aujourd'hui quand on va vouloir envoyer de l'argent depuis un compte Revolut sur une banque, on va dire classique, principalement les banques aujourd'hui vont arrêter de réceptionner ces virements, ou alors ils vont poser des questions sur la nature des fonds, sur la provenance des fonds. Donc vous allez vouloir payer une personne ici par un virement avec votre compte Revolut qui est basé en France. La personne que vous allez vouloir payer va recevoir toute une série de questions de la part de son banquier qui peut peut-être parfois geler ou renvoyer tout simplement le virement à l'expéditeur. Donc à terme, ça veut dire que ces moyens-là vont perdre un peu de leur attractivité. Je pense que c'est des moyens qui vont devoir se mettre en règle par rapport à la réglementation israélienne. Il y a beaucoup de choses à faire et à mon avis, ils ont pris un bon mouvement par rapport aux services qu'ils offrent aujourd'hui aux consommateurs. Mais pour pouvoir s'implanter de manière un petit peu plus durable avec le système bancaire israélien, qui est un système assez difficile, ils vont devoir passer au niveau réglementation, ils vont devoir passer au niveau supérieur. Ah. Bon, alors comme ça c'est clair. Autre vérité, ou pas, il faut arrêter de croire que vous pouvez toucher les allocations chômage ou autres allocations, tutti quanti, en France en habitant en Israël. Alors, ça aussi c'est malheureusement vrai. Très souvent, on va avoir ce type d'allocations qui sont conditionnées au fait que vous vous trouviez sur le sol français. Ça peut aller sur les allocations sociales, ça peut aller sur les allocations familiales, le droit au chômage. Tout ça, ce sont des allocations qui sont réglementées en France et qui exigent que vous vous trouviez sur le sol français. Donc faites attention, si vous continuez à recevoir ce type d'allocation, et si la France s'aperçoit que vous n'êtes plus sur le sol français, ils vont vous demander de rembourser toutes les sommes que vous avez perçues. Il peut y avoir aussi des poursuites. Donc faites bien attention, vous êtes avertis. Et là c'est pareil, il y a des dispositifs de surveillance qui sont mis en place spécifiquement pour les Français qui seraient partis à l'étranger. Bien sûr. Alors le système en France est un petit peu plus compliqué parce qu'en Europe on peut quand même entrer et sortir un petit peu plus facilement sur le sol. Mais il y a des croisements au niveau des données qui sont en train d'être effectués. Il y a des vérifications, il y a des contrôles inopinés et il y a des personnes qui se font prendre. Ouais. Ok, alors on continue. Il faut arrêter de croire que vous pouvez choisir de déclarer en France vos revenus actifs provenant de votre travail en Israël. Alors ça rejoint exactement ce qu'on a dit un petit peu plus haut, c'est-à-dire que les revenus actifs, c'est des revenus que vous produisez quand vous êtes sur le sol israélien. C'est les revenus qui proviennent de votre travail direct. D'accord ? Donc pour reprendre l'exemple d'un développeur informatique qui va créer des sites internet, si il va signer le contrat en France avec une société française, mais que la majorité du travail de développement est réalisé
pour reprendre les termes du Code général des impôts en Israël, lorsqu'il respire l'air israélien. Alors le fait d'avoir signé un client en France, de lui avoir serré la main et signé le contrat sur place, ça ne suffit pas. On va regarder où est produit le travail. Et si la majorité du travail est réalisé depuis Israël, il faut déclarer ses revenus en Israël. C'est réellement, c'est une image que vous avez utilisée ou c'est réellement l'expression qu'il y a dans le Code des impôts? C'est réellement l'expression qu'il y a dans le Code des impôts. On parle de respirer l'air israélien. Oui, c'est-à-dire de bénéficier des services qui sont mis à disposition de l'État, notamment la sécurité, les infrastructures, les routes. Voilà, c'est un pays qui a beaucoup de dispositifs, qui dépense beaucoup d'argent et qui a besoin d'impôts. Donc, au niveau des impôts, ils sont assez stricts là-dessus et ils font de plus en plus de contrôles. Ça sent le côté très strict, effectivement. C'est du vécu, hein, donc voilà. Alors, on finit par cette dernière question qui va concerner une partie de la population francophone ici. Il faut arrêter de croire qu'on peut toucher la retraite dans les 10 ans ou après 10 ans en Israël sans avoir à l'imposer. Alors effectivement, il y a un gros mouvement de la part des retraités qui viennent faire leur alia, et on peut les comprendre. Simplement, il y a une décision du Conseil d'État qui est sortie en 2018, qui s'est rendu compte, et en fait c'est des décisions qui vont concerner Israël et le Portugal, qui sont deux pays qui vont en fait exonérer pendant une certaine période les revenus de nouveaux expatriés, donc notamment une sorte de nouveaux émigrants en Portugal et en Israël. Le Conseil d'État s'est rendu compte, en fait, que les retraités ne payaient d'impôts ni en Israël, ni en France. Donc, un retraité qui va percevoir des revenus provenant d'une retraite du secteur privé, pendant les 10 ans, effectivement, il n'a pas à payer, ni même à déclarer ses revenus en Israël. Mais il faut faire attention, en France, on risque de lui demander une preuve comme quoi ces revenus sont éventuellement déclarés en Israël, et s'ils ne le sont pas, la décision du Conseil d'État veut que ces revenus restent imposables en France tant qu'ils ne sont pas déclarés en Israël. Ouais. Donc le petit conseil, c'est peut-être de les déclarer en Israël. Il y a des possibilités pour éviter de payer dessus des impôts, ou en tout cas moins d'impôts qu'en France. Et le fait de pouvoir les déclarer sur le système israélien va servir de preuve à l'administration française pour leur dire, je n'ai pas cherché à éviter de payer un impôt de partout, je paye juste des impôts dans mon nouveau pays de résidence. D'accord. Et là aussi, il y a je suppose que dans les cas qu'on a cités précédemment, comme dans les cas qu'on a cités précédemment, il y a aussi des croisements, je suppose, qui sont faits de plus en plus réguliers. Bah là, c'est beaucoup plus simple parce qu'en règle générale, le retraité doit informer la caisse de retraite qu'il souhaite recevoir ses versements sur un compte qui est basé par exemple à l'étranger, ou alors il va informer la caisse de retraite qui ne souhaite plus être prélevé des prélèvements sociaux obligatoires. Par conséquent, il y a une démarche qui est faite de la part du retraité qui va prévenir la caisse de retraite, et ensuite la caisse de retraite va très souvent prévenir l'administration fiscale française qui va ensuite prendre plus d'informations. Ok. Alors, dans tous les cas dont on a parlé, tous ces questions et ces croyances, vous, dans votre activité, Nathaniel, ça croise beaucoup des requêtes ou de problématiques des gens qui viennent vous voir, toutes ces croyances, justement. Très souvent, on commence un entretien par essayer de comprendre qu'est-ce que pense la personne, le client qui est en face, et on se rend compte qu'il y a beaucoup de préjugés, et des préjugés qui ont été entendus par des amis, par des voisins, par de la famille. Et ça, voilà, c'est beaucoup d'exemples qu'on a pris là maintenant dans l'interview. Il y en a d'autres. Il y a notamment les revenus sur l'immobilier, il y a les revenus sur les dividendes. Il y a toutes sortes de revenus qui vont être mal compris par les personnes qui décident de faire leur alia. Et parfois, il vaut mieux essayer de s'informer correctement. Parce que non seulement en France, mais également en Israël, l'administration fiscale a décidé de passer un petit peu à la vitesse supérieure pour recroiser les données et surtout éviter de se trouver dans une situation où la personne ne paye d'impôts ni en France ni en Israël, ce
qui évidemment est totalement impossible. Alors ça me permet de profiter de faire un peu la promotion justement parce que vous parlez d'informer et ça fait un petit moment que le cabinet tient un blog parce que souvent les Français ont du mal un petit peu à trouver l'information des réglementations israéliennes en français et en plus expliqué. C'est très technique souvent. Et vous avez un blog, n'est-ce pas, où vous éduquez un peu les gens à comprendre comment ça marche. Effectivement, on a un blog qui a été créé il y a plusieurs années. C'est un blog, on l'a voulu le plus informatif possible. Toutes les informations sont en français. Il y a un peu plus de 200 articles. C'est des articles qui vont traiter du bitoire Léomi, des revenus, de la retraite, de revenus immobiliers, des impôts. Enfin, on essaye d'informer le plus grand public. Et c'est assez bien expliqué, assez bien détaillé, on va dire, pour que personne ne puisse dire je ne savais pas, j'étais pas au courant. Ouais, je le conseille parce qu'en plus c'est simple, c'est très didactique et puis c'est des questions du quotidien en fait. Complètement. On essaye de prendre l'actualité et de pouvoir l'expliquer au public francophone qui est un public très important sur le marché israélien et qui a besoin de recevoir ces informations bien claires et détaillées. Comment on fait pour le trouver, le blog? cpa-dre.com/blog. Ok, ben voilà, c'est noté. Nathaniel, merci pour avoir un peu restitué de la clarté dans tous ces préjugés et ces doutes. Avec plaisir, Yoram. Toujours un plaisir. Il est sûr qu'à mon avis, on aura d'autres à débroussailler et à explorer lors d'un prochain entretien. Avec un grand plaisir. Allez, bonne soirée à tous. Bonne soirée, au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir.